All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, merci beaucoup. Maître Knops, c'est à vous maintenant. Maître Knops. Merci, Monsieur le Président. Madame la juge, Monsieur le juge, la défense de Monsieur Blé Goudet va aujourd'hui aborder trois sujets. Premièrement, le manque de clarté allégué au sujet de la norme, puis nous présenterons quelques remarques sur la façon dont les 6 exemples ont été mentionnés par l'accusation par rapport à la norme, et puis troisièmement, la façon dont il a été dit qu'il y avait eu des répercussions. Enfin, la décision, l'erreur a eu des répercussions sur la décision. Alors, je vous dirais que l'accusation a indiqué ces observations, mais comme l'a indiqué Monsieur le juge Fremer ainsi que vous-même dans l'affaire Routo-Sang, il s'agit de la décision numéro 5 qui a indiqué que cela ne limite pas les juges s'il veut mettre un terme à la fin de la présentation des moyens à charge, même si les effets, même si il y aurait pu avoir déclaration de culpabilité. Mais il faut savoir que ce qu'avance plutôt la défense de M. Blé Goudet, cela est tout à fait compatible et cela a d'ailleurs été indiqué lorsque vous avez donné votre opinion au paragraphe 112 dans l'affaire Routo-Sang. Vous avez dit qu'il ne pouvait pas y avoir de grief ou de plainte légitime de la part de l'accusation s'il est mis un terme à l'affaire après que l'on ait examiné complètement les éléments de preuve à charge qui révèlent que l'affaire est trop faible pour être poursuivie. Qui plus est, et je parle de ce qu'a dit l'accusation lorsqu'elle a dit que la défense de M. Blé Goudet n'avait pas une approche constante. Au paragraphe 126 de votre raisonnement dans l'affaire Routo-Sang, toujours à propos d'une décision en matière d'insuffisance de moyens à charge, vous avez déclaré que la procédure pour l'insuffisance de moyens à charge ne limitait pas l'amplitude des pouvoirs conférés par le statut et qui permet à la Chambre de procéder à ses propres opérations, en quelque sorte. Cela signifie que vous avez le cadre qui est donné par le statut de Rome et qui ne lie pas la Chambre de première instance à avoir une seule approche par rapport à la preuve lorsqu'il s'agit donc d'un procès ou d'une procédure pour insuffisance de moyens à charge. Il relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de décider quelle approche elle retiendra, approche qui sera adaptée à l'affaire. Et ce pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu, bien entendu. Il doit être administré compte tenu de l'article 66 du statut. Monsieur le Président, c'est exactement ce qui a été fait par la majorité. En l'espèce, vous
trouverez dans le raisonnement du juge Anderson au paragraphe 47 les différents facteurs précis qui ont été pris en considération par le juge et qui a fait que la majorité a défini la norme qu'elle a appliquée, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu de contraintes, et ce conformément à la jurisprudence, pour ce qui est de l'évaluation de la qualité de la preuve. La Chambre a eu un régime de présentation des preuves. Il n'y a pas eu de procédure pour corriger la fiabilité pour ce qui était de deux témoins, et l'accusation a présenté ses moyens de preuve en posant des questions directrices. Le juge Framer, d'ailleurs, dit également au paragraphe 19 de son raisonnement dans l'affaire Routo-Sang, toujours pour la requête en insuffisance de moyens à charge, que si la Chambre, après avoir évalué les éléments de preuve conformément à la norme qu'elle a adoptée, à la fin de la présentation des moyens à charge, conclut qu'elle ne peut pas étayer une déclaration de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, elle doit alors prononcer un acquittement et doit mettre un terme à la procédure, même s'il serait possible pour un autre juge du fait d'être satisfait au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, et ce sur la base des mêmes éléments de preuve. Alors, Madame, Messieurs les juges, deuxième grief de l'accusation qui nous a dit qu'il n'y avait aucune précision et aucune clarté pour ce qui est de la norme appliquée par la majorité. Et je dirais que c'est un argument qui est absolument infondé, parce que au paragraphe 32 de sa réponse à la Chambre, le procureur s'attend de recevoir de la part de la Chambre un menu qu'il devra respecter pour pouvoir prononcer une déclaration de culpabilité. Si vous lisez le paragraphe 32 des réponses de l'accusation, l'accusation dit, et je cite, « Le simple fait de savoir que l'accusation doit prouver la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable ou que les preuves produites doivent être suffisantes pour étayer une déclaration de culpabilité est insuffisant. Aucune de ces affirmations évidentes, et je continue ma citation, ne fait ressortir les aspects nuancés de requête en insuffisance des moyens à charge. » Alors, Monsieur le Président, le droit n'est pas, comme l'a dit l'accusation hier dans le cadre de l'analogie qu'elle a citée, un jeu. Nulle part dans les documents de l'accusation, nous trouvons une affirmation suivant laquelle, à la fin de sa présentation des moyens à charge, les éléments de preuve suffisaient pour prouver la culpabilité de M. Charles Blégoudet au-delà de tout doute raisonnable. Et je vous dirais que pour ce qui est de ce menu relatif à la preuve, qui apparemment serait requis, d'après ce que nous a présenté l'accusation, ce menu n'est pas nécessaire. Monsieur le Président, et pourtant, à la fin de la présentation de la thèse de l'accusation, est-ce que les éléments de preuve étaient en mesure de prouver la culpabilité de M. Charles Blégoudet? C'est ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part de l'accusation. Alors, c'est un procès qui a quand même commencé il y a plus de 4 ans maintenant. Un procès. Et je vous rappelle que la Chambre préliminaire, dans le cas de M. Gbagbo, avait déjà donné à l'accusation une première chance.
parce que vous vous souviendrez peut-être, Madame, Messieurs les juges, que la Chambre préliminaire avait accordé 6 mois supplémentaires à l'accusation et elle lui avait posé des questions, et ces questions, en fait, visant à faire en sorte que les charges soient confirmées. Ça, c'était déjà la première chance qui avait été donnée à l'accusation. Et même aujourd'hui, Madame, Messieurs les juges, l'accusation continue à être absolument incapable de déclarer clairement à la Chambre si elle serait en mesure de juger à nouveau Monsieur Blé Goudet, parce qu'elle sait pertinemment à l'accusation qu'elle va se heurter à la même pierre d'achoppement comme elle l'a fait pendant le premier procès, à savoir un manque total et complet d'éléments de preuve permettant de d'étayer sa thèse. Et alors, il faut quand même se rappeler que lorsque la Chambre de première instance, à l'unanimité, et j'insiste là-dessus, avec l'assentiment de Madame la juge Herrera Carbuccia à l'époque, donc à l'unanimité, la Chambre de première instance a déterminé qu'elle allait autoriser la procédure pour insuffisance de moyens à charge, cela s'est passé à la fin de la présentation des moyens à charge. Paragraphe 211 de ce document. Cela a été une décision prise à l'unanimité. Et à ce moment-là, les éléments de preuve auraient dû passer tous les critères de la procédure insuffisance pour moyens à charge. Parce que l'accusation était arrivée au terme de la présentation de ces moyens à charge. Donc, la question est comme suit, mais qu'attendait l'accusation exactement? Est-ce qu'elle attendait ce menu qu'elle allait respecter parce que la Chambre de préliminaire leur a quand même offert sur un plateau d'argent ce délai supplémentaire de 6 mois. Alors, supposons que si l'on avait donné cette carte, ce menu à l'accusation, supposons que la Chambre lui ait accordé ce menu. Est-ce que cela aurait changé quoi que ce soit à la preuve, Monsieur le Président? Absolument pas. Parce que cette faiblesse, elle existait dès le début et ça n'a pas changé. Elle n'a fait qu'être exacerbée, cette faiblesse, à la fin de la présentation des moyens à charge. Cela n'aurait absolument rien changé à la preuve, Monsieur le Président. Les griefs exposés par l'accusation sont tout à fait artificiels. Et j'aimerais d'ailleurs à ce stade rectifier 2 observations erronées présentées par l'accusation qui justement ont trait à la clarté de la norme en l'espèce. Alors, la première erreur dans les arguments de l'accusation est que la défense a changé de point de vue au sujet de la procédure insuffisance pour des moyens à charge. Et la deuxième erreur a trait à ce que nous dit l'accusation au sujet de son approche vis-à-vis de la corroboration. Alors, pour ce qui est de la première erreur commise, voici ce que pense la défense. La défense, depuis le début de cette affaire, a toujours eu un point de vue très clair. Jamais, au grand jamais, avons-nous modifié notre point de vue et notre position. C'est nous qui avons demandé au juge de lancer ou d'autoriser plutôt et d'accueillir une procédure pour insuffisance de moyens à charge. Nous l'avons fait en 2015 et nous l'avons fait conformément aux principes de l'affaire Routot et nous avons pensé que ces principes pouvaient être appliqués à notre affaire. Et nous avons également mentionné la décision numéro 5, à savoir les critères pour cette procédure ne peuvent pas être interprétés afin de limiter leur pouvoir au titre de l'article 64.2 pour ne pas autoriser et ce afin de mettre fin à une affaire faible. Cette interprétation a également été présentée par l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudet lorsque nous avons répondu à l'ordonnance rendue à l'unanimité par la Chambre, lorsque la Chambre a invité tous les partis à s'exprimer et à dire s'ils souhaitaient aller de l'avant avec cette procédure insuffisance des moyens à charge. Et cela a été pris à l'unanimité, cette décision par la Chambre. Donc cela se passe d'explication. Donc,
il y a eu cette ordonnance et avec l'assentiment de Madame la juge Carbuccio Herrera, vous trouvez déjà la norme qui était comme suit. Est-ce que le procureur peut nous expliquer pourquoi il n'y a pas suffisamment de preuves qui pourraient, de façon raisonnable, étayer une déclaration de culpabilité? C'était ça la norme et elle était claire depuis le début. La défense n'a jamais demandé que soit précisée la norme parce que la norme était claire. Donc nous n'avons jamais, Monsieur le Président, changé notre point de vue pour ce qui est des éléments qui sont requis pour satisfaire à une requête pour insuffisance des moyens à charge. Deuxième affirmation erronée de la part de l'accusation au sujet de ce manque allégué de clarté. Il s'agit de la corroboration, parce que dans son paragraphe 33 de ses réponses aux questions que vous avez posées, l'accusation fait valoir que le juge Anderson avait une approche par trop rigide vis-à-vis de la corroboration et que ainsi l'accusation a été induite en erreur et elle aurait dû être orientée par des approches qui avaient été précédemment et largement avalisées par la Chambre d'appel. Et il est fait référence à l'arrêt dans l'affaire Bemba et plus précisément au paragraphe 1018 de cet arrêt. Mais, Monsieur le Président, cet arrêt ne soutient absolument pas pas le moindre du monde d'ailleurs, ce que nous dit l'accusation, parce que le paragraphe 1018 est un paragraphe qui se contente tout simplement de déclarer que dans cette affaire, la Chambre de première instance a conclu que, au sujet de la question pour savoir dans quelle mesure la corroboration est nécessaire, est une question d'évaluation de la preuve et ne peut pas être tranchée de façon abstraite. Et la Chambre a également dit qu'aucun témoin n'est en soi dénué de fiabilité, y compris un témoin qui a présenté auparavant un faux témoignage devant la Cour. Donc, voilà, cette source qui a été citée n'était absolument pas l'argument de l'accusation, étant donné que la dite citation ne précise pas quelle est l'approche précise vis-à-vis de la corroboration. Il est important de se souvenir que ce fut l'accusation dans cette affaire-ci, Monsieur le Président, qui a essayé de définir de façon abstraite la corroboration et qui avait demandé à la Chambre de première instance d'adopter les définitions utilisées par le TPIR. Par conséquent, l'accusation savait pertinemment, était parfaitement consciente que la Chambre de première instance pouvait adopter cette approche, étant donné que le juge Anderson avait indiqué de façon on ne peut plus clair qu'il avait des doutes au sujet de l'interprétation par trop ample de la corroboration telle que cela était demandé par l'accusation. Et je vous renvoie à la décision au titre de la règle 68, opinion dissidente de Monsieur le juge Anderson. Et c'est une décision qui remonte à l'année 2017, Monsieur le Président, donc bien avant que la défense présente ses observations au sujet de la requête. Par conséquent, l'accusation savait pertinemment comment la Chambre entendait la corroboration. Et donc, j'en termine donc avec la première partie de mon intervention et je dirais donc que les raisons données par le juge Anderson révèlent, contrairement à ce qu'affirme l'accusation, que la majorité avait déjà donc pris langue de façon active avec les parties qui étaient déjà engagées, car il a fourni une définition, même si il n'était absolument pas obligé de le faire ou censé le faire, parce que la définition de la corroboration telle qu'elle est suggérée par l'accusation a fait l'objet d'un contentieux entre les parties. Et ce litige a commencé tout simplement avec les observations de l'accusation à ce sujet. Monsieur le Président, alors, deuxième élément, et je vais faire référence aux critères d'examen et de la façon dont ils sont appliqués aux 6 exemples. Et vous trouverez comment la défense, dans son paragraphe 2.2, explique comment ces 6 exemples, n'ont absolument aucun lien avec le second moyen d'appel de l'accusation, à savoir le fait que apparemment la Chambre d'appel n'avait pas de normes
normes à l'esprit. Mais ce que l'accusation a omis de dire, et elle a omis de le dire également pendant cette audience, c'est que c'est l'accusation elle-même qui avait demandé que les charges au sujet d'Abobo soient rejetées, l'incident de la marche du 3 mars et l'événement du 17 mars. Donc, soi-disant qu'il y a 6 exemples, mais sur ces 6 exemples, il n'y a que 3 exemples qui restent dans le document, dans le mémoire d'appel, et cela ne suffit pas pour étayer leur second moyen d'appel. Et j'aimerais vous dire que on ne peut que remarquer que les arguments de l'accusation tournent un peu en rond quand même. Et en fait, fondamentalement, dans ces paragraphes 40 à 43 de ses réponses à la Chambre d'appel, l'accusation dit exactement que le manque de normes claires présentées par la Chambre de première instance a provoqué une approche erronée par rapport à la preuve. Mais l'accusation n'a montré aucun lien entre le manque allégué de normes claires et l'approche qui était censée être erronée. Par exemple, comment est-ce que la conclusion de la Chambre suivant laquelle les victimes alléguées de violences sexuelles n'ont pas été violées tout simplement parce qu'elles étaient des sympathisantes pro-Ouattara, mais plutôt que leur soutien pour M. Alassane Ouattara a servi de prétexte pour les crimes, comment est-ce que tout cela peut être relié au fait que la Chambre ne pensait ou n'avait aucune norme à l'esprit? Ah, je dois ralentir, me dit-on. Eh bien, vous ne trouverez pas la réponse dans les observations de l'accusation. Comment est-ce que vous pouvez dire que les erreurs dans le cas du premier moyen d'appel ont une incidence sur la décision? Enfin, là, franchement, c'est un raisonnement qui tourne en rond, Monsieur le Président, et qui ne pourra pas être défendu devant une cour, une chambre. Et puis, troisièmement, il s'agit de l'impact ou des répercussions importantes dont j'ai déjà parlé hier. Blake Goudet was guilty beyond a reasonable doubt on appeal, because no chamber in first instance has considered that test. That argument is quite inconsistent. I'm sorry to interrupt you, Mr. Knopf. I notice no French. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant? We do. Thank you very much. Mr. Knopf, please. Voilà. Maître Knops demande la greffière d'audience. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre. Le président, Maître Knops, ah oui, je me suis trompé de bouton, excusez-moi. Bon, le bouton rouge, ça signifie plusieurs choses à la fois, mais aujourd'hui, ça signifie simplement qu'on peut parler. Bien, notre dernier point, c'est l'incohérence de l'argument de l'accusation en ce qui concerne son premier moyen d'appel. D'un côté, l'accusation prétend que les acquittements sont régis par l'article 74 et qu'ils doivent donc respecter l'article 74. D'un autre côté, pour une requête en insuffisance de moyens à charge, l'accusation prétend que la même règle de réexamen ne devrait pas être suivie. Article 74. Ces deux arguments sont clairement incompatibles. Monsieur le Président, quels que soient les critères appliqués par la Chambre, même si la Chambre devait appliquer les critères moins rigides en s'écartant
du paragraphe 274 de la décision Ngudjolo. Même dans ce cas de figure, l'argument de l'accusation ne tient plus. Est-ce que la décision de la majorité aurait été différente si elle n'avait pas commis les erreurs alléguées? Comme la majorité l'a noté, aucune des contributions, des 11 contributions alléguées de M. Blé Goudé ont un lien clairement établi avec les crimes. L'accusation ne conteste pas cette conclusion. Elle ne fonde pas son appel sur des erreurs factuelles. Le cœur de l'affaire et l'accusation évite cet argument en simplement présentant 3 exemples. Il n'y en a plus que 3. De toute façon, rien n'établit le lien avec M. Blé Goudé, le lien avec les crimes imputés, et ceci a été à juste titre observé par l'accusation. De toute façon, quelle que soit la norme que vous utilisez pour effectuer cette évaluation, eh bien c'est sans conséquence, ce lien n'est pas établi. Pour terminer, je dirais que l'accusation concède au paragraphe 30 de ses réponses à la Chambre que le juge Anderson a bien établi et développé les critères corrects dans son raisonnement, mais que c'était trop tard. Ceci est purement de la spéculation. L'accusation spécule que ces normes n'étaient pas à l'esprit des juges lorsqu'ils ont décidé de l'acquittement. Ceci est totalement sans fondement et de la spéculation. Au moment de l'acquittement. Enfin, s'agissant des représentants légaux des victimes, j'en reviens au professeur Robinson et sa réflexion. Il ne s'agit pas de faire un commentaire sur les erreurs, c'est une opinion pure. Le président rappelle que Maître Knops dispose encore de 3 minutes. Avoir une opinion n'est pas... Est-ce que ça n'est pas autorisé? Ça ne l'est pas pour des personnes qui ne sont pas des experts admis devant cette cour. Il n'est pas approprié de faire un commentaire sur un verdict. Bien entendu, en tant qu'universitaire, vous pouvez le faire, mais ça n'a aucune valeur devant un tribunal, devant une cour. Pour ce qui est des observations des représentants légaux des victimes, la décision de la majorité ne serait pas solide. L'acquittement ne serait pas fiable. Eh bien, Monsieur le Président, ceci est totalement inapproprié. Inapproprié que d'affirmer cela devant une cour. Les représentants légaux des victimes n'ont pas statut pour faire un commentaire sur la culpabilité ou l'innocence. Et en outre, c'est totalement en dehors du champ d'application de l'appel. Il ne s'agit pas de savoir dans cet appel si la décision est solide ou non. Il s'agit de savoir s'il y a eu des erreurs de droit commises. Les 6 exemples cités peuvent être qualifiés de mini-erreurs par l'accusation. Et derrière cette procédure, l'accusation fait valoir des erreurs factuelles, tout en suggérant que ce n'est pas la base de leur appel. Monsieur le Président, ceci conclut nos arguments s'agissant du 2e moyen d'appel. Je vous remercie. Le Président, merci, Maître Knops. Nous allons maintenant passer... Nous allons d'abord entendre les questions des juges sur la première série de questions.
J'inviterai Madame le juge Ibanez à poser une question. Merci, Monsieur le Président. C'est une question adressée à toutes les parties en ce qui concerne le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité est une source obligatoire de droit qui exige que le droit pénal, au fond et procédural, lex specialis, soit disponible au préalable avant d'être appliqué et que tous les parties et les participants soient bien notifiés de cette procédure pour qu'il y ait équité. Articles 22 à 24 du statut, c'est une prescription pour une procédure équitable. Ça fait partie également du droit international humanitaire, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 8.1 et 9 dans la Cour internationale, dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et également des dispositions en ce sens existent à la Cour européenne des droits de l'homme. Ces procédures menées pendant un procès, les acquittements prononcés par la majorité de la Chambre de première instance, est-ce que cela respecte le principe de l'égalité, puisque ni le statut ni le règlement ne font mention de la procédure en insuffisance de moyens à charge. Il n'y a aucune référence spécifique à cette procédure spécifique. Deuxièmement, selon le principe de l'égalité, l'article 21 et 22, est-ce que la jurisprudence des autres tribunaux, pour ce qui est de la procédure en insuffisance de moyens de preuve, règle 98 bis du TPY, est-ce qu'il ne faudrait pas le préférer aux droits et procédures qui avaient été précédemment publiés dans le cadre du statut de Rome? Le président interrompant. Il y a une difficulté technique, Maître Massida. Si j'ai bien compris, vous avez des problèmes de son. Maître Massida, oui. J'ai rafraîchi le système à 3 reprises. Bon, est-ce qu'on peut parler parce que je ne suis pas certaine que je puis vous entendre. Le président, je vous ai posé une question. Est-ce que votre problème a été résolu? Maître Massida, oui, oui. Je n'entendais pas. Je n'entendais pas la question posée par le juge Ibanez parce que je n'entendais pas. Je n'ai pas entendu pendant au moins 8 minutes. Donc, je n'ai pas entendu la dernière partie de la présentation de Maître Knops et je n'ai pas non plus entendu la question posée par Madame le juge Ibanez. Mais maintenant, ça marche apparemment. Le président, un instant, s'il vous plaît. Madame le juge Ibanez va résumer sa question, dit le président. Madame le juge Ibanez, merci. Je suis désolée de ces difficultés techniques. Pour résumer ma première question, il s'agit du principe de l'égalité comme source obligatoire de droit dans le cadre statutaire du statut de Rome. Lex specialis, cela signifie que toutes les dispositions
de fonds doivent être notifiés aux parties et aux participants pour qu'il y ait équité pour tout le monde. Ce principe de droits de l'homme, c'est une garantie de la bonne administration de la justice. C'est un principe qui est repris dans un certain nombre de traités ou de dispositions en matière de droits de l'homme internationaux. Si l'on prend en compte le caractère obligatoire de ce principe de l'égalité, les questions que je pose sont les suivantes. Petit a. Est-ce que les procédures menées au procès et les acquittements prononcés par la majorité de la Chambre de première instance ont respecté ce principe de l'égalité, étant donné que ni le statut ni le règlement ne font mention de cette procédure en insuffisance de moyens à charge et de la norme de la preuve à administrer pour cette procédure. Petit b, conformément à ce principe de l'égalité, l'article 21 et 22, est-ce que la jurisprudence des tribunaux ad hoc en matière de procédure en insuffisance de moyens à charge, est-ce qu'il ne faudrait pas préférer ces procédures aux dispositions publiées précédemment dans le cadre du statut, c'est-à-dire un acquittement prononcé en vertu de l'article 74 et la norme de la preuve, article 66.3 du statut. Petit c, même si l'on prend en compte la jurisprudence de cette Cour, est-ce que les juges peuvent invoquer leur pouvoir discrétionnaire à acquitter d'une autre manière que ce qui est disposé par l'article 74 et 66.3 du statut? Petit d, est-ce que cette procédure est tout aussi équitable pour l'accusé et pour les victimes de l'accusation? Voilà donc ma série de questions. Le président, merci, Madame le juge Ibanez. Ces questions s'adressaient au Conseil. Oui? Qui souhaiterait répondre? Voilà, on va procéder comme si. Oui, j'allais commencer par Madame Brady. Procédons dans l'ordre, puisque les questions sont adressées à tous les conseils. Madame Brady, et puis ensuite les représentants légaux des victimes, la représentation de M. Gbagbo, puis de M. Blégoudet. Madame Brady, merci. Pour répondre à cette question précise, M. Gallmetzer va répondre dans un premier temps, ensuite Narayanan et puis moi-même. Le président, M. Gallmetzer. Monsieur Gallmetzer, merci. Notre position est la suivante. Le principe de l'égalité, effectivement, est un principe fondamental qui s'applique dans tous les cas et à tous les stades de la procédure. J'en arrive maintenant à la question petit a du juge Ibanez. La Chambre de première instance n'a pas respecté ce principe. Elle n'a pas respecté le principe du point de vue de la procédure et du point de vue du fond. Du point de vue de la procédure, bien entendu, nous avons déclaré que la Chambre disposait du pouvoir discrétionnaire de mener les débats. Et nous avons été très précis en répondant à la question A de votre liste. Nous avons déclaré que, au titre de l'article 64 et différentes dispositions, que la Chambre avait la possibilité d'organiser ces débats à condition qu'elle le fasse sans retard excessif. Donc, la Chambre peut entendre une requête en insuffisance de moyens à charge. Mais s'agissant de la décision à prendre à la suite de cette requête,
Si une chambre décide d'acquitter l'accusé, alors la procédure qui doit être suivie, c'est la procédure obligatoire qui est expressément citée dans le statut, c'est-à-dire l'article 74. Il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard, pas d'autre procédure. Et appliquer le principe de légalité, c'est la seule manière pour la Chambre de prononcer une décision d'acquittement, acquittement final. Article 74. Et il faut respecter toutes les prescriptions visées à l'article 74, paragraphe 5. Petit b, question petit b. L'article 21 et 22, y compris la jurisprudence du TPY et les lignes directrices en matière d'interprétation. Eh bien, d'abord, la base juridique d'une décision en acquittement, article 74. La Chambre peut être guidée sur la manière d'interpréter l'article 74, mais elle n'a absolument pas la possibilité d'identifier une autre base et de ne pas appliquer toutes les garanties, toutes les dispositions. Donc, c'est article 74. On ne peut pas se baser sur une base juridique inexistante. La jurisprudence du TPY, dans la mesure où l'on l'utilise comme ligne directrice, va dans notre sens, c'est-à-dire qu'une décision finale d'acquittement, un arrêt en acquittement a tous les effets substantiels de l'article 74, si on applique l'article 74 de nos textes. Je crois que j'ai déjà répondu à la question C. L'article 74 est, à notre avis, la seule base juridique possible à appliquer pour prononcer une décision article 74, et la Chambre a commis une erreur en ne respectant pas cette disposition et les prescriptions article 74, paragraphe 5. Et le processus, et j'en arrive à la question D, est tout aussi équitable pour toutes les parties. La défense regrette que si la Chambre, un instant, si l'accusation a un droit direct à interjeter appel, eh bien cela crée l'inégalité des armes, ce qui n'est pas vrai, parce que l'accusation peut faire un appel direct, parce qu'il s'agit d'une décision finale. Si la Chambre rejette une requête en insuffisance de moyens à charge, c'est une décision interlocutoire et la procédure continue. Mais la Chambre continue donc le procès et ensuite prononce une décision finale d'inculpation ou d'acquittement. Et la défense peut faire appel de la même manière de cette décision. Donc, il n'y a pas d'inégalité des armes. C'est équitable pour toutes les parties et les participants. Le juge président, merci, Monsieur Gometzer. Madame Narayanan, je vous en prie. Madame Narayanan. You now have the floor. La greffière d'audience, vous avez la parole maintenant. Madame Narayanan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais un petit problème technique. Madame la juge Ibanez, je vous remercie de nous avoir posé ces questions et je voudrais juste ajouter ou compléter l'intervention de Monsieur Galmatzer et je pense au second moyen d'appel car nous pensons que ce que vous avez dit à propos de la
prévisibilité nécessaire, eh bien, c'est justement là où le bas blesse pour la majorité, parce que la norme de la preuve dans une requête pour insuffisance de moyens à charge est nécessaire. Et c'était quand même assez nouveau, et cela reste nouveau. Et contrairement à ce qu'a dit la défense, il s'agit d'un sujet extrêmement complexe. Alors, bien entendu qu'il s'agit d'une question d'équité et de bonne administration de la justice. Donc, vos questions vont au cœur du débat. Mais permettez-moi de vous dire également que cela porte également sur la façon dont la preuve a été traitée dans cette affaire. Il s'agissait d'un ensemble d'éléments de preuve. Les charges étaient très, très graves. Et ces charges doivent être traitées de façon juste, équitable et avec prévisibilité. Merci beaucoup. Le juge président. Maître Massida, vous avez la parole maintenant. Maître Massida, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Madame la juge Ibanez. Je dois vous dire que je vais présenter un point de vue légèrement différent. Je suis absolument d'accord avec ce que Monsieur Gallmacher vient de dire, mais je voudrais souligner quelque chose. Pour ce qui est du principe de la légalité, du principe de la certitude dans une requête pour insuffisance des moyens à charge. Alors, bien entendu, il y a le pouvoir discrétionnaire, cela a été dit à plusieurs reprises, lorsqu'il s'agit d'une requête pour insuffisance de moyens à charge. Toutefois, lorsque vous avez ce type de requête pour insuffisance de moyens à charge, et je vais citer le jugement Taganda, 5 septembre 2017, paragraphes 43 et 44, décision 2026 de la Chambre d'appel. Dans une telle procédure, le pouvoir discrétionnaire doit être exercé suivant les différents cas, et je cite, de façon à ce que l'équité du procès soit respectée, le procès puisse être conduit avec célérité, conformément à l'article 668.2 du statut. Fin de la citation. C'est une citation qui réitère le même raisonnement de la décision numéro 5 dans l'affaire Routot 5 du 3 juin 2014, paragraphe 68. Décision 1.3.3.4. Dans notre affaire, la majorité n'a pas fait cela justement. La procédure n'a jamais été juste de façon inhérente et elle n'a pas contribué au caractère équitable du procès. Et elle a également été extrêmement longue, cette procédure pour insuffisance de moyens à charge. Ceci étant dit, à partir du moment où le résultat de ce type de procédure aboutit à ou est un acquittement, ce que nous disons, c'est que les dispositions qui doivent être appliquées sont les dispositions du paragraphe 5 de l'article 74. Le paragraphe 5 de l'article 74, comme l'a dit à juste titre Madame la juge Ibanez, doit être interprété avec l'article 21.3 du statut, à savoir d'une façon à ce que l'on respecte le droit humanitaire international. Donc, l'article 21.3, et je n'oublie pas non plus la pratique du TPY qui pourrait être un outil utile pour la Chambre. Au cas où il n'y a pas de disposition dans le statut de Rome, alors la jurisprudence des autres tribunaux ou de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou d'autres tribunaux internationaux peut être utile aux différentes chambres ou à la Chambre lorsqu'elle souhaite interpréter les dispositions du statut de Rome et les dispositions d'autres textes. Et puis, en dernier lieu, je pense que j'ai souligné à maintes reprises lors de mon intervention comment, pendant toute la procédure, il y a eu manque d'équité. Et
Je répète ce que j'ai déjà énoncé hier. La procédure doit être juste pour toutes les parties et tous les participants. Et cela est une réponse à votre dernière question. Donc cela doit être équitable pour la défense, l'accusation et les victimes également. Et comme je l'ai dit dans mes écritures, les victimes ont eu le sentiment et continuent à avoir le sentiment que dans une certaine mesure, il n'y a pas eu équité dans cette procédure. J'espère avoir répondu à vos questions, Madame le juge, et si tel n'est pas le cas, je suis tout à fait en mesure d'étoffer mon propos. Je vous remercie. Le juge président, Maître Massida, restez avec nous puisque vous avez la parole. Et avant que je ne donne la parole au conseil de M. Blé-Goudet, vous dites que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit M. Gallmeitzer. Et puis ensuite, vous avez ajouté autre chose. Vous avez complété. Donc vous avez complété ce qu'avait dit M. Gallmeitzer. Mais M. Gallmeitzer, en fait, nous a dit que lorsqu'il y a une procédure pour insuffisance de moyens à charge, cette procédure est envisagée par le statut de Rome. Enfin, c'est ainsi que j'ai compris ces propos dans le contexte de ce qu'a dit l'accusation et il a été dit que l'article 74.5 n'avait pas été respecté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Maître Massida? Si j'ai bien compris ce que vous souhaitez dire, Monsieur le Président, il s'agit plutôt d'envisager la possibilité dans le cadre du statut de Rome qui envisage d'accueillir une procédure pour insuffisance de moyens à charge. Le président, oui. Maître Massida, nous avons toujours dit qu'il n'existait pas de disposition. Et d'ailleurs, cela me ramène à l'observation faite par Maître Jacob hier au sujet du premier moyen d'appel et de ce que nous avions dit. Nous avons dit qu'il n'existe pas de disposition intitulée procédure en cas de requête pour insuffisance de moyens à charge. Ça n'existe pas dans le statut de Rome. Je pense que nous pouvons quand même tous marquer notre accord avec cela. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'une telle procédure ne peut pas être accueillie et ne peut pas être prise en considération. Mais nous pensons que ce type de procédure peut seulement être accueilli dans des circonstances absolument exceptionnelles. Et nous avons également indiqué lors de nos observations que dans ce cas précis, dans ce cas de figure, il n'a pas été indiqué quelles étaient les circonstances absolument exceptionnelles qui auraient pu autoriser ou justifier que l'on accueille une procédure pour insuffisance de moyens à charge. C'était notre point de vue, cela reste notre point de vue au sujet donc de l'accueil d'une procédure requête pour insuffisance de moyens à charge. Le juge président, j'étais justement en train de lire vos réponses écrites. Vous dites au paragraphe 3, que les victimes ont constamment indiqué qu'une telle procédure pourrait potentiellement léser les intérêts des victimes qui souhaitent que justice soit rendue. Vous dites, les victimes ont constamment indiqué. Donc, peut-on dire qu'il n'y a que deux situations, deux affaires pour lesquelles il y a eu procédure pour insuffisance de moyens à charge? Maître Massida, c'est exact. Je faisais référence à la discussion de ces questions, non seulement dans les deux affaires, mais également dans les autres affaires devant la Cour,
où la défense a justement essayé d'activer une requête pour insuffisance de moyens à charge et la Chambre de première instance n'a pas accueilli les requêtes. Et il s'agit de l'affaire Ongwen et de l'affaire Taganda. Le président, je vous remercie beaucoup. Oui, mais dans l'affaire Ruto, par exemple, le Conseil pour les victimes s'était rallié à l'idée d'une procédure pour insuffisance de moyens à charge. Vous le reconnaissez, cela, Maître Massida, je le sais, cela, Monsieur le Président. Je connais parfaitement le contexte D'ailleurs, on lui avait conseillé de ne pas le faire. Mais, bien entendu, les représentants légaux des victimes sont tout à fait autorisés à accepter ou non les conseils. Et nous nous sommes toujours opposés à la procédure. Oui, le président. Oui, mais vous voyez, je ne sais pas si cela est très juste, ce que vous venez de dire à l'égard de ce conseil. Bon, c'était un homme d'ailleurs, mais c'est le paragraphe 9 de la décision numéro 5 dans l'affaire Ruto qui est intéressante. Alors peut-être que, bon, je cite, le représentant légal des victimes a admis qu'une requête pour insuffisance de moyens à charge devrait être autorisée par la Chambre. Il indique que ce qui a été dit au sujet de cette motion est compatible avec le fait qu'il faut continuer à analyser l'évolution de la situation et que sur la base des éléments de preuve, à la fin de la présentation des moyens à charge, la question pourra être posée. De façon plus générale, le représentant légal des victimes reconnaît que cette pratique est tout à fait compatible avec le droit à avoir un procès équitable et avec la procédure qui a été adoptée par les tribunaux ad hoc ainsi que par les tribunaux du Kenya. Il indique que les victimes seront peut-être consciente des pratiques. Fin de la citation dont l'interprète n'avait pas le texte. Maître Massida, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je vous dirais qu'il n'y a pas forcément une contradiction entre ce qui a été dit dans l'affaire Ruto et ce que nous disons maintenant, parce que fondamentalement, lorsque vous avez une requête, bien entendu qu'une requête pour insuffisance de moyens à charge est autorisée, il y a déjà une pratique en la matière, mais le fait est que ce type de requête peut être autorisé dans certaines conditions. Et lorsque vous avez une requête et une procédure pour insuffisance de moyens à charge, cela est équitable si certaines règles, si certains garde-fous sont connus et suivis. Si depuis le début et cela depuis le début de la discussion au sujet de la procédure. Et à notre avis, ce n'est justement pas ce qui s'est passé en l'espèce. Le Président, je vous remercie et je pense que Madame la juge Ibanez a une autre question à vous poser. La juge Ibanez, ce n'est pas tant une question. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste vous remercier de m'avoir posé cette question de suivi, mais je pense que il y a eu une modification de ma question parce que moi j'avais posé une question parce que j'avais posé une question au sujet du principe de la légalité et du respect de ce principe, non seulement lorsqu'on accueille une requête pour insuffisance de moyens à charge, mais par rapport à la norme de la preuve et à toute la procédure. Donc j'aimerais que les parties puissent répondre à cette question et je vous remercie beaucoup. Le Président, merci. Madame le juge Ibanez, oui, nous allons poursuivre. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, c'est le professeur Jacobs qui va répondre à la très importante question posée par le juge Ibanez et qui va poursuivre ce qu'il avait commencé à dire dans son exposé. Il avait commencé à répondre à cette question. Mr. Jacobs, then over to you. Maître Jacobs, alors c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci à la juge Carranza pour ces très importantes questions. Par rapport au principe de l'égalité, je vais essayer de répondre brièvement en 3 points. Premièrement, comme j'ai commencé à l'expliquer ou j'ai résumé dans ma présentation, le principe de l'égalité a été respecté parce qu'une procédure tout à fait normale a été suivie. Il y a eu un débat contradictoire entre les parties et les participants, tant par écrit que lors de l'audience de No Case to Answer, sur le standard de preuve. Et ce débat a été tranché dans une décision, ce qui est la procédure normale. Et d'ailleurs, le procureur ne peut présenter d'exemples contraires issus de la jurisprudence. Il faut tout de même rappeler, encore une fois, ce que le procureur essaie de faire oublier tout au long de cette procédure d'appel, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a débat qu'il y a incertitude. Au moment où la discussion s'engageait sur le standard de preuve dans notre affaire, il existait un précédent, celui de l'affaire Routot, où, comme je l'ai rappelé, les juges ont clairement expliqué quel standard de preuve il était correct d'appliquer à un No Case to Answer. Un standard de preuve qui s'intéresse à la solidité de la preuve du procureur. Et ce standard existait. Et d'ailleurs, le procureur lui-même concède que c'est le standard qui a été globalement retenu par les juges de la majorité et ne le remet pas en cause dans le jugement de juillet 2019. Le fait que le procureur ait tenté à toute force, tout au long de la procédure, d'imposer un autre standard qui n'avait jamais été appliqué à la CPI ne veut pas dire qu'il y a incertitude. Donc ça, c'est mon premier point. Le second point revient au droit applicable. Et là, encore une fois, je pense que le principe de l'égalité a été respecté. Comme nous l'avons dit plus tôt, la question, puisque le No Case to Answer n'existe pas dans le statut de Rome, la question est de savoir quelles dispositions du statut de Rome pourraient inspirer les juges dans le rendu d'une décision et dans la conduite de la procédure. Donc ce n'est pas la question de savoir si 74.5 ou 80 serait strictement applicable, mais quel principe de l'esprit du statut de Rome pourrait inspirer les juges. Et ici, au-delà de la discussion théorique de savoir si 74.5 s'applique ou non, on peut constater que son esprit a été respecté et que le procureur est en mal de démontrer un réel problème. Nous avons une décision publique en janvier 2019 qui a été prise dans le seul but de respecter le droit à la liberté de Laurent Gbagbo. Et j'insiste, on a encore vu dans les réponses tout à l'heure, le procureur et la représentante légale des victimes invitent la Chambre à interpréter l'article 74.5 en conformité avec l'article 21.3 du statut, sauf quand il s'agit de respecter les droits de Laurent Gbagbo. Nous avons une décision motivée, 950 pages de motivation, qu'encore une fois, le procureur est incapable de remettre en cause dans ses conclusions générales. Autre point, le procureur a eu le droit de faire appel dans les conditions normales, puisque les délais pour faire appel ont couru à partir du moment de la notification de la décision.
Autre point, la question du rendu du contenu de la décision orale, qui est, comme nous l'avons rappelé dans notre réponse aux mémoires d'appel du procureur, conforme à la jurisprudence des droits de l'homme, puisqu'elle donne la conclusion du dossier, la conclusion de l'affaire par les juges, c'est-à-dire l'acquittement, et les raisons simplifiées de cet acquittement. Il n'y a aucun document auquel le procureur puisse pointer qui, objectivement, permettrait de dire que les juges ont oublié quelque chose. Donc on voit bien qu'au-delà de la discussion théorique, l'esprit du statut de Rome a été à chaque étape respecté. Troisième point sur l'inéquité générale. Déjà, il n'y a pas eu, et nous continuons à l'affirmer, inéquité envers l'acquitté, Laurent Gbagbo, dont la décision d'acquittement de janvier 2019 avait au cœur de sa logique le respect de ses droits. Et je commence par ce point-là, parce que le principe de l'égalité, tel qu'il est formulé dans le statut, et il suffit de lire les articles 22, 23 et 24, est formulé comme un droit de l'accusé, un droit de la personne poursuivie. C'est ce qui ressort aussi de la jurisprudence des droits de l'homme. C'est un droit de la personne poursuivie, en premier lieu et avant tout. Il n'y a pas eu plus d'inéquité pour le procureur. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, le procureur a pu présenter sa preuve librement pendant le procès, et le procureur a pu défendre son dossier comme il l'entendait pendant la procédure de no case to answer. Nul préjudice subi par le procureur. Il est incapable de le démontrer. Donc il n'y a pas inéquité. Il n'y a pas plus inéquité pour les victimes représentées ici, qui ont pu exprimer leurs vues et préoccupations comme le prévoit le statut, tout au long du procès, comme pendant la procédure de no case to answer. Et je ne reviens pas dessus puisque nous en avons parlé dans nos soumissions. Ce sont les choix de la représentante légale des victimes, par exemple, de ne pas appeler de témoins, de ne pas exercer les droits qu'elle avait. Ce n'est pas la faute des juges. Et un dernier point, Monsieur le Président, Madame la juge Carranza, je note que la représentante légale des victimes revient encore une fois sur cette idée qui dépasse le cadre de l'appel de l'inéquité générale de la procédure, dont j'ai déjà dit un mot hier, qui n'est fondée sur rien. Et surtout, elle ne s'est pas plainte de cette procédure pendant la conduite du procès. Pas une seule fois, allant parfois dans le sens des juges, par exemple sur l'admission des déclarations antérieures, pour aujourd'hui se plaindre aujourd'hui d'avoir adopté une telle procédure. Comment ne pas penser que ces plaintes d'aujourd'hui, cette remise en cause de l'intégrité des juges sur tout le procès, n'est due qu'à une seule chose, au final, qu'il y ait eu un acquittement, comme si elle avait un droit à une condamnation. Une telle remise en cause de l'intégralité du procès sur cette base n'est pas acceptable. Merci. Le Président, merci. Maître Knops, nous allons faire notre pause et vous prendrez la parole lorsque nous reviendrons en audience. Nous levons la séance. Veuillez vous lever.